La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les rendez-vous du politique, des spécialistes en sciences politiques s'interrogent sur la façon dont les démocraties occidentales vont faire face à la guerre de l'information. Bonsoir à tous et merci à la BNF pour cet accueil et pour avoir eu l'idée d'organiser ce débat sur ce sujet en pleine actualité et assez sensible, il faut bien le dire. Donc voilà, on est bien entouré ce soir avec des chercheurs qui connaissent très bien le sujet, qui ont chacun en plus une zone géographique de compétences différentes et même sur des aspects plus techniques pour Madame Douzet. Donc du coup l'idée, je pense, c'est un peu de s'interroger sur cette notion, cette expression, peut-être même cette réalité, on en débattra, qui a progressivement gagné du terrain dans le débat public ces dernières années, au point un peu d'être brandi à tout bout de champ, et a fortiori depuis le début de la guerre en Ukraine, et donc qui est cette fameuse guerre de l'information. C'est vrai que jusqu'à il y a peu, il était commun d'y voir l'apanage des régimes autoritaires ou de groupes de pression, notamment issus des rangs de l'ultra-droite. Mais depuis un an, vous l'avez peut-être observé ou vu dans les médias, en France en tout cas, la guerre de l'information fait partie des domaines de lutte affichés notamment par les armées françaises. Les armées appellent cela la lutte d'influence ou la L2I, si vous êtes coutumier de ce jargon. Et selon les éléments publics de cette doctrine, les armées, au-delà de la simple veille numérique, peuvent désormais, par exemple, avoir recours à de la diffusion de contenu pour induire en erreur l'adversaire. C'est les mots officiels de la doctrine. Elles peuvent aussi être amenées à dénoncer, contenir, affaiblir ou discréditer, y compris par la ruse ou une attaque informationnelle. Et enfin, elles peuvent promouvoir l'action des forces ou encore dénoncer les incohérences ou mensonges de l'adversaire. Voilà, ça c'est les termes officiels de la doctrine des armées. Mais ils ne sont pas les seuls aujourd'hui à assumer, en tout cas à mettre un pied dans la guerre de l'information. Dans la foulée, il y a eu aussi le ministère des Affaires étrangères qui, dans un autre registre tout de même, celui de l'influence, en tout cas, a annoncé vouloir muscler sa diplomatie d'influence, notamment sur les réseaux sociaux. Une feuille de route a été publiée en début d'année et il pourrait aussi y avoir un média propre au ministère des Affaires étrangères qui pourrait bientôt être créé. De même, on a pu voir récemment que la fonction influence a même été symboliquement érigée en 6e fonction stratégique de la nouvelle revue nationale stratégique, donc ce document de doctrine interministérielle qui a été réalisé durant l'été sous la houlette du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale et qui a été publié le 8 novembre. On a enfin, depuis 2021, si vous en avez peut-être entendu parler, cette fameuse agence Viginum, qui est elle aussi sous la houlette du SGDSN et qui est un service technique chargé de la protection contre les ingérences numériques étrangères. Bref, beaucoup de choses et qui du coup, au-delà du cas français, peuvent amener à s'interroger, à prendre un peu de recul et donc à s'interroger sur quelles sont ces nouvelles approches. Est-ce qu'elles sont si nouvelles? Est-ce qu'on ne fait que les redécouvrir? Essayer de voir comment procèdent les autres puissances, notamment les autres puissances militaires. Quels sont les moyens et les cibles actuelles de cette guerre de l'information? Quels en sont les effets, les éventuels résultats? Est-ce que ces résultats sont mesurables? Et puis évidemment, y a-t-il des limites éthiques, juridiques ou déontologiques à tout cela? Donc nos 3 invités de ce soir vont essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Ça nous fait un bon programme. Et donc je vais peut-être un tout petit peu approfondir les profils de nos 3 chercheurs pour vous les situer bien. Je vais commencer notamment par Maxime Audinet. Évidemment, vous êtes chercheur à l'IRSEM, et pour redire que vous travaillez notamment sur les acteurs et les pratiques de l'influence en contexte autoritaire, ce qui est intéressant, et à partir du cas de l'influence informationnelle de la Russie post-soviétique. Et vous avez notamment publié en 2021 aux éditions de l'INA Russia Today, donc le fameux RT, un média d'influence au service de l'État russe. Donc bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons aussi Maud Kessa, donc on vous a présenté aussi, vous êtes chercheuse à l'IRSEM, mais vous êtes spécialiste, et c'est ça qui est important de savoir, de politique étrangère américaine. Vous enseignez aussi à Sciences Po Paris, et vous êtes l'auteur de nombreux articles sur les enjeux stratégiques américains, et avez publié en 2019 un ouvrage intitulé « Guerre de l'information et stratégie d'influence, propagande et diplomatie publique des États-Unis depuis la guerre froide ». Voilà, qui est aussi intéressant.
Enfin, Frédéric Douzet, on l'a dit, vous êtes professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Bonsoir. Mais vous êtes aussi membre senior de l'Institut universitaire de France et membre du comité d'éthique de la défense, qui est intéressant. Et vous avez enfin fait partie de la commission Les Lumières à l'ère numérique, présidée par M. Gérald Bronner, qui a remis son rapport en janvier. Donc tout ça aidera à nourrir le débat. Du coup, on va peut-être commencer par vous, Maxime Audinet. Je vais vous lancer, notamment sur... Maud Kessar. Mea culpa. Sur cette guerre de l'information. Est-ce que on peut s'identifier les... Est-ce que la France est pionnière ou est-ce que d'autres pays sont pionniers? Lesquels? Et notamment vous qui connaissez bien le monde anglo-saxon et en particulier les États-Unis. Alors, la question portait sur ce vocable de la guerre de l'information. Et la guerre de l'information, c'est certes pas un phénomène récent, comme vous l'avez rappelé en introduction, mais sans remonter à des temps totalement immémoriaux. Ce qui fonde finalement le vocabulaire contemporain qu'on utilise quotidiennement, et notamment dans le cadre du conflit ouvert qui est la guerre en Ukraine, fait référence à une période bien identifiée finalement dans notre histoire proche, qui est celle du long XXe siècle et de la guerre froide. Parce que finalement, on raisonne en termes de guerre de l'information en utilisant les outils et les référents qui ont été employés à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on sait très bien que c'était une guerre idéologique dans un conflit qui n'était pas ouvert. Et c'est ça qui est intéressant. Et on a bien utilisé le terme de guerre de l'information qui opposait donc ces deux puissances rivales que Maxime et moi-même connaissons bien, puisqu'il s'agissait des États-Unis et de l'Union soviétique, et par des interactions assez intéressantes entre ces deux grands États, l'un d'une démocratie libérale et l'autre un État autoritaire, eh bien on observe qu'avec le temps, il y a eu un certain nombre de phénomènes de circulation quand il s'agit d'employer des outils et de chercher à obtenir des effets en matière de guerre de l'information. Donc je pense que ça, c'est un point important. Si on essaie d'avoir des repères un peu temporels sur l'évolution de ces guerres de l'information, et si moi je me base sur ce moment de conflit ouvert ou conflit fermé, c'est vrai que l'histoire du long XXe siècle, que ce soit la Première Guerre mondiale, où il y a quand même beaucoup d'outils qui se mettent en place de la part de démocraties aussi occidentales, et pas que de la part d'États autoritaires, pour essayer de rivaliser les uns avec les autres. Les États-Unis, effectivement, vous l'avez rappelé, ne sont pas en reste, puisque lors de la Première Guerre mondiale, il crée un organe de propagande qui a pour but, finalement, donc de faire valoir la position américaine dans ce conflit et de préparer peut-être aussi un autre terrain que l'on retrouvera lors de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide. Donc, il y a ces jalons-là qui sont importants. Mais surtout, dans le terme guerre de l'info, il y a une référence qui est majeure et qui est à une période bien datée de notre histoire commune, qui est la période des années 80, qui correspond à un tournant de la révolution, en fait, technologique des outils de communication. Dans les années 80, on a une révolution technologique des outils de communication parce que c'est lié à l'invention des câbles et du satellite. Plus tard, dans les années 90, c'est Internet qui révolutionne aussi les modes de communication. Et puis, au tournant du XXIe siècle, c'est bien sûr l'usage des plateformes numériques et qui va effectivement créer un bouleversement certain, peut-être, et on va pouvoir en discuter, je pense, tous ensemble, puisque là, on n'est plus dans le rapport entre un État qui va projeter un message de manière un petit peu unilatérale. On est dans la possibilité, avec la révolution numérique et la possibilité de l'usage des plateformes, d'une interaction entre un État et des utilisateurs. Et ça va changer totalement la donne, on le voit au quotidien, ce qui fait qu'on n'a pas forcément que des acteurs étatiques dans les guerres de l'information, on a aussi des acteurs privés, des acteurs individuels, et chaque utilisateur peut effectivement modifier un petit peu la donne de ces interactions. Donc je pense qu'il y avait ces grands moments à poser, et j'y reviendrai avec grand plaisir, mais je laisse la parole à mes collègues qui ont plein de choses intéressantes à dire. Et alors, du coup, je vous passe la parole, Maxime. Donc, les États-Unis ne sont pas en reste, mais évidemment, la Russie, que vous ne connaissez bien, n'est pas en reste non plus, et peut-être même pionnière. Qu'en direz-vous ?
Alors, c'est vrai que la Russie a une importance particulière, symbolique, se distingue en tout cas dans ce mode de conflictualité. Peut-être qu'on pourrait aussi développer sur cet aspect qu'est la guerre de l'information, donc qui est un conflit dans lequel l'information va être utilisée comme une arme finalement. On parle de militarisation aussi de l'information ou de l'espace informationnel. Et de ce point de vue, la Russie a effectivement une place particulière. On pourrait même remonter à la notion même de désinformation qui est une notion russe qui apparaît d'ailleurs dès la fin du 19e siècle, mais on ne va pas trop rentrer non plus dans le détail. Mais si vous regardez effectivement ce terreau de conflictualité informationnelle qu'est la guerre froide, dont Maud a parlé, c'est intéressant de constater que la Russie a toujours adopté d'abord et avant tout une posture, je dirais, défensive et réactive dans ce type de conflictualité. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous regardez les doctrines russes, on parle de la nécessité de défendre la souveraineté informationnelle, de garantir la sécurité informationnelle de la Fédération de Russie. Mais si vous remontez à l'époque de la guerre froide, il y a déjà cette idée que finalement, ce qu'on a appelé la théorie contre-révolutionnaire soviétique, qui visait en fait à tout simplement lutter contre l'influence, contre la subversion occidentale, non seulement au sein du bloc socialiste, mais aussi au sein des pays tiers, des pays du tiers-monde, où il y avait une conflictualité qui impliquait en particulier l'outil informationnel, que ce soit des aspects médiatiques, des opérations d'influence de type informationnel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous pouvez tisser un lien avec la situation contemporaine, ou de la même manière, on a vu qu'en Russie, où le terme de guerre de l'information est aussi extrêmement employé dans le débat public russe, vous avez eu cette même logique, je dirais, défensive, qui s'est mise en place à un moment clé, qui est central aussi pour comprendre en fait comment la Russie a commencé à mettre en place ce type de dispositif, qui sont en fait, qui est le milieu des années 2000, si vous remontez un peu plus loin, donc qui est aussi la racine de tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce qu'on avait appelé les révolutions de couleur. Les révolutions de couleur qui, dans la représentation russe, sont en fait des mouvements artificiels, inauthentiques, qui seraient en fait sponsorisés, fomentés par les puissances occidentales, par des outils qu'on qualifierait aujourd'hui d'hybrides, mais qui sont des outils en fait non étatiques, des outils plus ou moins confidentiels, plus ou moins non étatiques, qui vont agir en fait pour tout simplement affaiblir la Russie dans sa zone d'influence traditionnelle. Donc je vous coupe, ce que vous voulez dire, c'est que finalement on peut mener une guerre de l'information, en tout cas la Russie l'a fait, sans être formellement en guerre avec des armes, des coups de feu, etc., qui a un front ouvert. Ça, c'est pas inintéressant. Alors, en tout cas, la Russie a décrété ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette idée que l'outil informationnel fait partie de tout ce qu'on appelle les modes de conflictualité sous le seuil de la guerre ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez en fait utiliser nous on parle d'influence informationnelle précisément pour expliquer que ce sont des pratiques que vous pouvez mobiliser autant en temps de guerre, et on le voit bien aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais on a d'autres exemples, et la guerre en Géorgie, par exemple, a été un bon exemple si on reste sur le cas de l'espace post-soviétique, mais vous pouvez aussi l'utiliser, en temps normal, en temps de paix, mais c'est pour ça qu'on parle justement d'un brouillage de la frontière entre la guerre et la paix, parce que précisément ce sont des outils qui peuvent être mobilisés aussi sans que le seuil de la guerre ouverte, sans que le seuil ne soit dépassé. Ce qui suscite évidemment la question de la riposte de la part des cibles, parce que je précise juste que si les doctrines et le discours mettent en avant un aspect sécuritaire et défensif, évidemment les pratiques sont clairement offensives, avec une volonté dans le cadre de la Russie très claire aussi d'affaiblir et de dénigrer le camp occidental, et non pas seulement de se protéger contre ces influences-là. Et ça peut être mobilisé aussi bien dans des contextes je dirais, sous le seuil ou au-dessus du seuil, et c'est bien ce dont il est question aujourd'hui. Voilà. Ce qui nous fait une transition toute trouvée à nouveau pour Madame Douzet, puisqu'on comprend à vous écouter tous les deux, Maud et Maxime, que ces outils, en fait, aujourd'hui, sont essentiellement numériques. Et donc, comment vous, Madame Douzet, voyez-vous, comment les choses ont évolué ces dernières années? Depuis quand, à votre avis, cette lutte ou cette guerre informationnelle, je ne sais pas quel terme vous retenez, a plus ou moins démarré et s'est amplifiée?
Alors, on pourra discuter des termes un petit peu plus tard parce qu'on met sous un même vocable beaucoup de choses qui sont extrêmement différentes, mais j'y reviendrai. Peut-être juste un point pour rebondir sur la ligne entre la guerre et la paix. Ce n'est pas propre au domaine informationnel, c'est de manière générale où on voit que le contexte stratégique évolue et qu'on sort de ce que les militaires appellent le triptyque paix, crise, guerre, dans une période où on est dans une compétition stratégique exacerbée, dans une espèce de contestation et de confrontation permanente que le numérique permet d'autant plus que finalement le degré d'hostilité des opérations reste souvent en dessous du seuil de ce qu'on va pouvoir considérer comme étant de la guerre, ou alors on remonte ce seuil en permanence pour éviter justement de rentrer dans une confrontation plus ouverte. Je pense que dans les étapes qu'on a pu observer, parce que la guerre de l'information, c'est pas quelque chose de nouveau. Si vous prenez le débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, on a mis les Allemands sur une fausse piste. On peut appeler ça de la guerre de l'information. Là, on a la conjonction de deux choses. D'abord, on a les nouveaux moyens. Donc, Maud Kessar a parlé de l'Internet, des plateformes, des réseaux sociaux. Ça crée des conditions qui sont complètement différentes puisqu'on a une viralité des contenus qui est extrêmement rapide, une ubiquité puisqu'on peut avoir les mêmes contenus qui surgissent un peu partout en même temps, une sorte d'industrialisation de la production qui fait qu'on peut produire des contenus en masse et les diffuser très très vite. Et puis finalement, n'importe qui peut s'immiscer là-dedans. Donc ça peut être des États, mais ça peut être aussi des individus ou des organisations politiques, criminelles qui vont agir dans ce qu'ils perçoivent comme étant l'intérêt d'un État. Et on a un temps fort qui est ce qui a été qualifié d'ingérence russe lors de l'élection de 2016 aux États-Unis, l'élection présidentielle de 2016. Et alors c'est intéressant, parce que ça fait un peu la synthèse entre les deux interventions, puisque finalement, si on regardait l'importance de l'informationnel, et notamment de l'informationnel dans le cyberespace du point de vue de la Russie, on pouvait s'attendre à ce qu'une opération de ce type se produise, puisque, je parle sous le contrôle de Maxime, initialement les Russes ne parlaient pas tellement de cyberespace, mais plutôt d'espace informationnel. De la même façon que les Chinois, ce qui était à protéger, ce qui était au cœur de la stratégie, c'est le contrôle de l'information. Parce que c'est par la perte de contrôle de l'information que le régime pouvait être menacé. Du point de vue des Américains, il y a eu ces discussions stratégiques de est-ce qu'on met tout sous le vocable de information warfare à l'ère du numérique, des réseaux sociaux, puis finalement ils ont décidé de séparer les deux. Il y avait le cyber, les cyberattaques contre les infrastructures critiques. Et puis, par ailleurs, il y avait les opérations informationnelles ou opérations psychologiques. Et c'est devenu deux domaines séparés qui ne se parlaient plus. Ce qui fait que quand, en 2016, il y a une cyberattaque contre le Parti démocrate, où on a, en même temps, dans une période de quelques mois, réussi à voler les emails du Parti démocrate, à les publier sur Internet dans le cadre de fuites de données sur Wikileaks, et puis par ailleurs mener des opérations de publicité pour perturber le cycle électoral, où on a mené des campagnes avec des faux comptes en faveur de Donald Trump. Ça a complètement pris par surprise l'administration américaine, qui n'a pas vu arriver cette menace informationnelle parce qu'elle était très focalisée sur les cyberattaques dures. Et d'ailleurs, la première réaction, ça a été de se dire, mais finalement, est-ce que c'est une cyberattaque parce que tout le volet informationnel, c'est pas vraiment cyber, mais alors on a vu qu'il y avait eu des cyberattaques sur les registres électoraux, donc il y a un risque d'atteinte à l'intégrité du processus électoral, cyberattaque contre les machines à voter, etc. Or, toute l'opération, finalement, consistait, d'une part, à faire de l'influence informationnelle, et puis à jeter le doute sur l'intégrité du processus électoral, plutôt que d'aller réussir à l'altérer réellement. Et c'est vraiment à partir de là qu'on a vu un intérêt extrêmement fort pour cette question-là, parce qu'il y a vraiment eu un effet de choc, en fait, de prise par surprise, et le développement de tout un champ d'études par rapport à ces manipulations. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant, on avait eu la propagande de Daesh qui avait poussé radicalisation des contenus, etc. Mais c'est une autre sphère, finalement, qui s'intéressait à ces questions-là. Et donc, malgré l'importance de l'information dans le contexte terroriste, ça n'avait pas vraiment préparé les esprits à ce type de manœuvre informationnelle. Très bien.
Du coup, ça nous amène évidemment directement à la question des outils, des moyens, des vecteurs, diraient les militaires, de cette lutte informationnelle ou de guerre de l'information. Comment, alors peut-être je vais recommencer par vous, Maude, vous, aux États-Unis, comment ça fonctionne ? En gros, avec quels outils ils travaillent, comment ils pensent les choses et avec quelles sont leurs cibles principales, travaillent-ils en priorité ? Alors, pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, je pense qu'il y a une chose qui est sous-jacente à l'ensemble de nos propos et qui touche à la vulnérabilité des États démocratiques. Parce que le thème de la conférence était aussi ça, démocratie, information. Et puis, vulnérabilité par rapport aussi à ce qu'on appelle la puissance. Et pour un État comme celui que vous me demandez d'illustrer, les États-Unis, c'est qu'ils sont toujours en quête de réaffirmation de leur puissance dans un environnement international qui est souvent où leur puissance est contestée. Donc pour affirmer cette puissance-là, il y a l'outil militaire, mais il y a aussi l'outil informationnel. Parce que dans la doxa américaine, on parle pour définir la puissance, on parle de DIME. Diplomacy, Information, Military, Economics. Alors souvent on pense à la puissance américaine, géant militaire, géant économique, mais il ne faut pas oublier que depuis donc cette période post-Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, on pense la puissance en pensant maîtrise de l'information, pas contrôle. Donc, si on pense maîtrise de l'information, c'est maîtrise de l'information pas sur le territoire national, mais aussi qu'est-ce qu'on projette, quel est le modèle, quelle est l'image qu'on projette à l'étranger et comment on organise tout ça, puisque c'est votre question. Alors, ça peut s'organiser la maîtrise de l'information et du narratif, puisque là, on parle du pouvoir discursif des États et de l'État américain. Et c'est justement parce qu'on maîtrise un discours à l'international que aussi on s'assure finalement de l'affirmation de sa puissance. Et pour faire ça, eh bien, qui sont les acteurs qui font ça ? Aux États-Unis, traditionnellement, c'est plutôt le rôle d'abord du département d'État et qui, de manière très intéressante, parce que moi j'ai des petites marottes, je voulais préciser qu'on a tous des biais différents pour étudier les guerres de l'information, parce qu'on peut être historien, on peut être ingénieur aussi, parfois mathématicien, ou être spécialiste d'une aire géographique. Moi, je suis plutôt historienne, donc mon biais, ça va être celui-là. Les Américains, comment travaillent-ils sur la construction d'un narratif national quand ils pensent qu'ils sont dans un environnement international contesté, comme c'était le cas pendant la guerre froide? Eh bien, c'est une idée qu'a eu le général Eisenhower, qui est devenu président des États-Unis, et qui s'est dit, on n'est plus dans un conflit ouvert, mais on est dans un conflit de guerre froide où on doit lutter contre l'Union soviétique. Donc on va créer une agence paragouvernementale ad hoc qui sera plus ou moins liée au département d'État et dont le travail essentiel va être de travailler sur la projection de cette image ou de ce narratif américain. Alors certains, aujourd'hui au XXIe siècle, vont appeler ça le nation branding, comme ça fait un petit emprunt à ce qu'on peut utiliser dans un vocabulaire qui est plus celui des grandes multinationales. Et donc, ça veut dire qu'on fait travailler des agents qui sont diplomates ou qui sont autre chose, qui viennent des milieux journalistiques, qui sont des spécialistes de la communication. Aujourd'hui, on parlerait de communication stratégique, qui regroupe l'ensemble de ces acteurs qui sont là pour porter le narratif national. Pendant la guerre froide, c'était une agence en particulier, donc, qui s'appelait l'Agence d'information des États-Unis. Ça n'est pas la CIA, pas Central Information Agency. Donc, on ne fait pas de renseignement, nous, on fait de l'information. Est-ce que c'était une agence publique ? Alors, c'est une agence publique financée par le Congrès. Donc, il y a eu ce débat. Et si j'ai poussé le cycle de l'agence concurrente, c'était bien pour préciser que dans une démocratie libérale et pour bien expliquer ce qu'on fait aux contribuables américains, il y a la CIA qui fait les opérations dites noires et d'influence. Et puis, il y a l'agence d'information qui fait de l'information. Comme ça, c'est bien clair. De l'information et ce vocable que les Américains créent au milieu des années 60 qui s'appelle la diplomatie publique. Comment on s'adresse on fait plus simplement de la diplomatie de diplomate à diplomate, mais d'un État à des populations qui peuvent être des masses ou des groupes cibles. Et donc là, on en vient aussi aux cibles. Donc ça veut dire qu'on peut créer un narratif national. D'abord, il faut travailler sur le discours.
Et puis ensuite, il faut se demander à qui on veut parler où. Alors des fois, c'est là que le bas blesse, et ça peut être une des limites, c'est qu'il faut bien comprendre, et ça on en parlera peut-être si on parle de comment on reçoit ce message, il faut bien appréhender aussi les personnes auxquelles on s'adresse. Alors forcément, quand on est dans un contexte de guerre froide, eh ben on essaie de parler beaucoup aux populations du bloc de l'Est, en ciblant les masses, quand on peut, mais surtout des groupes qui vont pouvoir être des relais d'influence ou des leaders d'opinion. Et on les trouve chez les syndicalistes, les groupes de femmes, les étudiants. Ça, c'est une typologie très classique et qui est intéressante parce que finalement, si on regarde ce qui se passe entre le deuxième partie du XXe siècle et le XXIe siècle, il y a quand même beaucoup de rémanence ou de permanence de ces modus operandi, même si on n'utilise pas tout à fait les mêmes outils. Voilà. Et donc, c'était une politique assumée, affichée avec une doctrine publique, comme ont pu le faire les armées françaises. Absolument. Quand on parle de gagner le cœur et les esprits, et puis en faisant des grandes campagnes pour porter la vérité du modèle libéral, c'est très intéressant. Voilà. Comme cette soirée aussi a une vertu pédagogique, voilà, je fais des choses. Maxime, je passe à vous. C'est à peu près la même question. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les outils de l'État russe pour travailler sa lutte informationnelle, ses cibles privilégiées, ses moyens, éventuellement même financiers, ses astuces peut-être qu'ils ont été pionniers sur certaines techniques. Voilà. Je vais essayer de condenser. Alors oui, nous on essaie de travailler sur ce phénomène-là en s'intéressant aux acteurs et aux pratiques de cette influence informationnelle, donc vraiment en se concentrant sur les acteurs qui sont actifs dans cet espace. Donc ça nécessite d'exclure d'autres acteurs de l'influence. Je pense par exemple à tout ce qui va concerner ce qu'on appelait à l'époque soviétique les sociétés d'amitié ou la diplomatie culturelle, c'est-à-dire les instituts culturels qui ont un rôle aussi majeur dans ce dispositif-là. Si on se concentre sur l'influence informationnelle, en fait, vous observez que ces acteurs russes vont couvrir un spectre extrêmement large qui va s'étendre de ce qu'on appelle traditionnellement la puissance douce ou le soft power, jusqu'à des pratiques beaucoup plus subversives, beaucoup plus coercitives, donc qui vont couvrir un spectre qui va, si vous voulez, on va chercher à améliorer l'image de la Russie, on va chercher à persuader, on va chercher à manipuler, on va chercher à subvertir, voire parfois à contraindre. Donc on a tout un ensemble d'acteurs et que traditionnellement on divise de manière peut-être un peu schématique entre des acteurs étatiques et des acteurs non officiels. Alors côté étatique, vous avez la face visible, qui sont, si vous voulez, ce que Maud a qualifié de diplomatie publique, mais qui sont aussi des acteurs qui vont aller sur un terrain de propagande médiatique plus affirmé, que sont RT et Sputnik, qui sont ces fameux médias internationaux russes qui ont un rôle particulier dans l'espace médiatique international, en se présentant non pas comme des médias russes à l'étranger, mais comme des médias ils se présentent comme des médias alternatifs, des médias contre-hégémoniques, qui vont venir en fait concurrencer les grands médias, notamment occidentaux, notamment britanniques et américains, dans cet espace médiatique, que les élites russes conçoivent vraiment comme un espace aussi de conflictualité. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle la diplomatie numérique, c'est-à-dire la manière dont les diplomates russes vont s'emparer aussi de l'outil numérique pour communiquer à l'étranger. On voit bien que depuis la guerre en Ukraine, de la même manière que d'ailleurs les diplomates chinois l'ont fait au cours de ces dernières années, la rhétorique qui est employée par les diplomates russes en ligne, notamment sur les plateformes, est beaucoup plus offensive, beaucoup plus agressive, parfois même va aller sur un terrain de désinformation, mais pas seulement, pour, là encore, propager, par exemple, justifier l'invasion de l'Ukraine ou pour dénigrer la couverture du conflit par les médias occidentaux, pour donner juste ces exemples-là. Vous avez aussi évidemment les acteurs, c'est beaucoup plus difficile d'étudier cette partie, mais qui relèvent des services de renseignement, donc qui mènent aussi des actions dans l'espace informationnel. Et puis il y a un autre aspect qui devient de plus en plus important, de plus en plus, je dirais, significatif dans ces pratiques informationnelles russes, qui sont des acteurs non officiels que mes collègues Kevin Limonier et Marlène Laruelle ont qualifié d'entrepreneurs d'influence, et qui sont en fait des acteurs privés
qui sont néanmoins loyaux vis-à-vis du Kremlin et qui vont mener en fait des opérations d'influence à l'étranger, à la fois pour épauler l'agenda officiel de la Russie, mais aussi pour servir leurs propres intérêts opportunistes. Et il y a une figure essentielle dont on parle maintenant énormément, qui fait quasiment la couverture de la presse toutes les semaines, qui est Yevgeny Prigozhin, qui est le fameux sponsor du groupe Wagner, qui est également le fondateur le financeur des fameuses usines à trolls et de l'Internet Research Agency dont Frédéric a parlé, qui ont été actives pendant les ingérences russes dans les élections américaines, qui est un modèle intéressant parce que, évidemment, il n'est pas uniquement actif que dans l'espace informationnel. C'est aussi des acteurs qui font du mercenariat, qui font en Afrique notamment et en Syrie de l'extraction de matières premières pour financer tout ce dispositif. Et ce qui est intéressant, c'est que eux développent aussi toute une série de pratiques informationnelles qui vont justement de l'utilisation de la désinformation en ligne, du financement de médias locaux pour sous-traiter en fait cette influence russe. Je pense au cas de la Centrafrique, qui est un cas extrêmement intéressant. Ça passe aussi par la production de films, de dessins animés qui visent à la fois à héroïser la figure du mercenaire de Wagner, mais aussi à recruter de nouvelles personnes. Et juste ce qui me paraît intéressant je travaille beaucoup ces derniers temps sur l'influence informationnelle de la Russie en Afrique subsaharienne, qui est intéressant, je crois, qui est intéressante à deux titres. D'une part, parce que si on revient à ce que vous disiez au début sur la France, c'est qu'on voit qu'en fait, la France renoue avec une stratégie d'influence, non pas en réaction à la propagande djihadiste, non pas en réaction même à d'autres phénomènes, mais clairement aujourd'hui on voit que le coup d'accélérateur de ce nouveau dispositif d'influence français a été je dirais, la conséquence plutôt de l'action précisément de la Russie et notamment du groupe Wagner dans l'espace informationnel sahélien. Et ça, c'est vraiment assez déterminant parce que ça aurait pu être tout autre chose, et on voit qu'après des décennies où où il y a eu, je crois, un vrai malaise français vis-à-vis de l'influence, qui est probablement dû, même si je ne suis pas spécialiste de cette question, mais probablement dû à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, avec des pratiques d'intoxication et de manipulation qui ont ensuite eu des conséquences dramatiques et qui ont fait que la France a pendant longtemps eu beaucoup de mal à aller sur ce champ du spectre informationnel. La France renoue avec cet aspect. Et juste un autre aspect, je crois, qui est extrêmement intéressant dans le cas russe aussi, c'est qu'il faut voir que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, mais d'une certaine manière c'est aussi le cas de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est une manière aussi pour la Russie de prendre une forme de revanche vis-à-vis de ces révolutions de couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que de la même manière que la Russie a estimé que l'Occident s'ingérait dans sa zone, dans ce qu'elle considère comme sa zone d'influence traditionnelle, et bien de la même manière aujourd'hui, la Russie va aller en utilisant justement ce moyen qu'on pourrait presque qualifier d'arme du pauvre, c'est-à-dire en s'appuyant sur à moindre frais sur des aspects informationnels, va aller tantôt s'ingérer pour affaiblir la démocratie, enfin le système démocratique américain, et surtout va aller au Sahel concurrencer en fait une puissance occidentale à sa mesure, qui est donc en l'occurrence la France, en intervenant notamment au Mali, parallèlement au retrait. Donc symboliquement, c'est extrêmement fort, évidemment, pour un groupe comme Wagner d'arriver au Mali au moment même où la France se retire de ce pays. Et ce qui est intéressant, c'est que les Russes parlent toujours du Sahel, du Mali, on le voit bien dans les contenus qui sont produits, comme de l'ancien précaré français. Donc avec cette idée qu'ils interviennent aussi de la même manière que l'Occident serait intervenu dans cet espace pour affaiblir la Russie. Désormais, la Russie fait la même chose pour affaiblir la France dans ce que la Russie considère comme une zone d'influence traditionnelle de la France, justement. Voilà. On y reviendra après, effectivement, sur les effets. Mais ces acteurs, en tout cas, sont très présents dans cette zone. Et vous, alors, Madame Douzet, est-ce que vous pourriez un peu nous cartographier, parce que c'est en partie votre spécialité, ces moyens, les cibles traditionnelles de la guerre de l'information? Est-ce qu'on peut les quantifier? Qui travaille qui généralement? Avec quels outils? Voilà. Alors, la difficulté, en fait, c'est qu'on a tendance à mettre sous certains termes beaucoup de choses qui sont extrêmement différentes, en fait, puisque là, on a parlé de guerre de l'information, mais aussi d'influence, de manœuvres. On parle beaucoup de désinformation aussi dans
dans ce domaine-là. Et en fait, ça recouvre une très grande diversité de formes, de pratiques, d'acteurs qui sont impliqués, de vecteurs qui sont utilisés, en fonction aussi de l'effet recherché, de l'intention de l'acteur. Et je crois que c'est très important d'arriver à finalement bien préciser de quoi on parle. Parce que c'est pas la même chose de faire de l'influence à des fins stratégiques, de manière complètement ouverte, via des médias qui sont des médias certes officiels, mais qui vont publier du contenu qui va être peut-être très désagréable, mais néanmoins légal, voire peut-être légitime, de manière totalement transparente. Et puis, c'est très différent de mener une opération clandestine, en préparation, en amont ou en accompagnement d'une opération militaire, pour tromper l'adversaire afin de réussir une opération militaire. Donc, on met un peu tout ça sous les mêmes vocables, et finalement, ça ne véhicule pas l'idée qu'on a affaire à un spectre à plusieurs dimensions dans lequel on va avoir un certain nombre d'acteurs qui vont être plus ou moins manipulateurs, qui vont utiliser des techniques qui vont être plus ou moins trompeuses, qui vont diffuser des contenus qui vont être plus ou moins nuisibles, et toute une palette de techniques et d'outils et de plateformes qui sont à leur disposition. Donc c'est pour ça que nous, quand on fait de la recherche là-dessus, on essaye plutôt de développer des méthodologies, d'avoir un cadre en fait qui nous permet de savoir de quoi on parle, parce que très souvent dans les discussions publiques ou dans les conférences, on pense qu'on parle tous de la même chose, mais en fait pas exactement. Et donc il y a plusieurs cadres qui existent. Alors on a mentionné Kevin Limonier qui travaille sur ces questions, qui a en quelque sorte croisé plusieurs dimensions avec une matrice, avec des acteurs qui sont des acteurs transparents, d'autres qui sont opaques, et puis d'autres qui sont carrément clandestins, et puis des techniques qui vont être transparentes. Donc ça va être par exemple, comme l'a mentionné Maxime, un État qui va installer RT, Sputnik, Voice of America, des moyens tout à fait officiels pour relayer une parole à des fins d'influence, pour conquérir les cœurs et les esprits à sa cause, et de manière complètement transparente, où on va avoir des acteurs qui vont être avec des techniques beaucoup plus opaques, où là on va avoir des faux comptes, on va avoir des acteurs qui se cachent, des techniques trompeuses, organiser de la viralité artificielle sur les réseaux sociaux pour arriver à donner beaucoup de visibilité à des contenus en faisant croire qu'ils sont très très populaires, or ils ne le sont pas forcément. Et même ces contenus-là, ils peuvent être faux, mais ils peuvent être tout simplement présentés de manière biaisée, ou ils peuvent être complètement vrais, mais très désagréables, et donc très amplifiés quand ils sont très désagréables. Ça peut être aussi une forme d'opération. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment en fait de quoi on parle. Et alors justement, un peu sur ces deux grandes catégories que vous venez de dépeindre, est-ce qu'il y en a l'une qui prend le pas sur l'autre ? Est-ce que l'influence prend le pas sur le clandestin, ou c'est l'inverse? Aujourd'hui, vous direz que c'est équivalent, c'est deux méthodes qui s'amplifient, qui grandissent aujourd'hui et qui font que ça devient de plus en plus compliqué de lire l'espace médiatique. En particulier, par exemple, si on prend le cas de la guerre en Ukraine aujourd'hui, arriver à savoir où s'informer, comment s'informer, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas, devient peut-être... Alors, c'est extrêmement difficile de quantifier ce qui se passe, et puis surtout quantifier le clandestin. Même si on a développé des petites techniques d'investigation en source ouverte, on va quand même pas y arriver. De manière plus générale, l'essentiel de ce qui circule dans les médias et sur les réseaux sociaux sont des informations qui sont vraies. Maintenant, une information qui est fausse et véhiculée par une petite minorité peut être amplifiée et avoir un impact qui peut être extrêmement important. Là, vous mentionnez la guerre en Ukraine. Très clairement, on a une concurrence des narratifs, et la Russie qui s'active pour porter sa vision du conflit en Ukraine. Et elle le fait par des canaux qui sont tout à fait officiels, par un discours d'État de Vladimir Poutine qui qualifie cette opération d'opération spéciale, qui justifie par rapport à la menace que représente l'OTAN et à une soi-disant provocation de l'OTAN et des États-Unis pour justifier l'intervention, qui défend une représentation de l'Ukraine comme partie intégrante de son territoire.
Mais ce discours-là va être relayé par d'autres acteurs qui peuvent être des acteurs qui sont des acteurs étatiques ou en tout cas des médias officiels de la Russie, qui peuvent aussi être, on a mentionné les entrepreneurs d'influence ou d'autres acteurs qui agissent de leur propre chef, mais en espérant obtenir en échange les faveurs du pouvoir en Russie, ou qui peuvent tout simplement être des patriotes qui estiment représenter les intérêts de leur propre pays, ou qui peuvent être des acteurs complètement clandestins qui vont manipuler les réseaux sociaux, qui vont créer de faux comptes, qui vont se cacher derrière d'autres personnalités ou qui vont fabriquer même de fausses vidéos qui ont l'air très vraies pour diffuser des contenus, les faire circuler et arriver à convaincre les populations. Mais alors du coup, la question qu'on se pose immédiatement après vous avoir écouté, tous les trois, et je vous la posais la même à tous les trois, c'est est-ce que finalement ça marche, cette guerre de l'information, cette guerre des narratifs? Est-ce que les États-Unis aujourd'hui peuvent être satisfaits des moyens développés pour arriver à leur fin? Est-ce que la Russie peut être satisfaite? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez mesurer éventuellement comme effet dans le cyberespace? Voilà. Donc on va redémarrer par Maude et puis... D'accord. Alors là en fait on atteint la question qui nous pose problème à tous en tant que citoyens et pas forcément en tant que chercheurs, c'est la saturation de l'espace informationnel. Alors comment on fait avec toutes ces informations-là? Alors bien sûr on va dire on fait de l'éducation aux médias, on fait un tri d'informations. Mes enfants vont me dire qu'ils ont appris à trier les informations à l'école et qu'on est en France et tout se passe bien pour qu'on crée de la résilience. La difficulté, finalement, de ce phénomène-là, c'est ce que ça révèle, c'est finalement une hyperpolarisation des opinions publiques au moyen d'outils qui favorisent cette polarisation. Et on a commencé par parler finalement de la construction du pouvoir discursif des États, puisqu'on parlait des États démocratiques. Sauf que là, le discours public et le discours étatique, il échappe aujourd'hui à la construction étatique et il est alimenté, rediscuté, retravaillé, ou pas du tout, dans d'autres espaces que sont les plateformes numériques. Donc, il y a quand même des acteurs qu'il ne faut pas négliger dans tout ça. C'est ce qui est dans le sous-texte de ce que je viens de dire. Ce sont les GAFAM qui ont un rôle à jouer particulièrement important et on pourra y revenir et qui finalement, si je prends mon exemple américain, puisque j'étais là pour illustrer aussi un petit peu tout cela, dans cette communication stratégique étatique. J'ai un petit retour, c'est bien. Alors, donc, ça fait le lien avec ce que je disais très précisément. C'est qu'il y a une nécessité sans doute de maîtriser ou de coordonner ce que font les plateformes et ce que font les États. Et ça, c'est un petit peu la limite de l'exercice. Et ça rejoint la question, et c'est lié à la question même des effets. Donc, puisque la question que vous posez, c'est finalement pour savoir si une opération d'information est menée à bien, que l'on soit dans le domaine militaire, dans le domaine civil, dans le domaine diplomatique, c'est de savoir si finalement l'objectif, la cible est atteinte. En fonction du type d'acteur, si on est militaire, civil ou diplomate, on ne va pas rechercher le même effet nécessairement. Alors, il y a eu des précédents intéressants. Il ne faut pas dire que parce que c'est difficile à mesurer les effets, ça n'existe pas, c'est impossible, ou on peut dire que rien ne fonctionne. Dans les opérations militaires, il y a des possibilités de mesurer très clairement les effets. Et on peut le voir aussi dans ce qu'on appelle les rétex, en fait, le retour qu'on a sur des opérations militaires. Ça, c'est un premier retour. Après, quand on est dans des campagnes beaucoup plus larges, puisqu'on a parlé de la guerre d'information, large spectre, j'ai fait des références à la guerre froide. Les Américains, en 89-91, ont dit « on a gagné la guerre idéologique contre... l'URSS et on a gagné cette bataille pour les cœurs et les esprits. Alors, est-ce que gagner la bataille, c'est pénétrer de l'autre côté du rideau de fer et faire tomber les murs de l'information? Ça, c'est ce qu'on croyait finalement au début des années 90, à la fin des années 80. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment gagné la bataille de l'information si l'espace informationnel est totalement saturé? Et si finalement ce qui était une force au siècle dernier devient une faiblesse? C'était le point que je faisais tout à l'heure.
Donc il y a des fois où on peut mesurer l'effet recherché si on se rend compte que les publics cibles d'opérations d'information étaient aussi de sensibiliser peut-être certaines élites qui vont être plus favorables à notre message ou à l'intérêt national que l'on porte. Ça, c'est une façon de le mesurer. Ça peut aller avec des objectifs très précis. Quels moyens on utilise ou on a utilisé pendant longtemps, tout simplement quand il y avait des grandes rencontres internationales entre les États, ça pouvait être des sommets de Genève par exemple. Est-ce que finalement les négociations ont porté leurs fruits? Est-ce qu'on a été soutenu par les opinions publiques? Parce que la bataille des opinions publiques, c'est finalement ce qui est bien au cœur des guerres de l'information, que ce soit au XXe siècle ou que ce soit avec le conflit en Ukraine qui nous occupe. Donc mesurer ces effets-là, c'est comment les opinions publiques réagissent aux différentes opérations d'information qui sont menées. Et si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble des acteurs en présence sont particulièrement conscients du rôle que les opinions publiques ont à jouer. Et ça peut se mesurer peut-être artificiellement, parfois avec des effets. Mais quand ça conduit à des décisions politiques ou que ça peut sembler indiquer qu'il va y avoir une possibilité d'influence sur le choix du vote des électeurs, là, c'est un problème qui nous touche. Alors, on a parlé des élections de 2016, plus proche de nous, plus évidente. On aurait pu parler des élections françaises, puisque maintenant, pour chaque élection dans un pays, dans une démocratie occidentale, on se pose cette question-là. Elles sont très observées. On aurait pu aussi parler de ce qui s'est passé avec le référendum en Nouvelle-Calédonie qui a été très observé. Et là, pour savoir si on allait mesurer les effets d'une guerre de l'information ou d'influences étrangères diverses, on pouvait aussi regarder ce qui allait se passer au moment du vote. Bon. Je passe la parole à Maxime. Oui. Voilà. Non, parce que alors c'est évidemment la question de la mesure des effets. Maud l'a dit, c'est un très très vaste sujet sur lequel il y a énormément de travaux en ce moment qui sont en train d'être réalisés. De toute façon. Mais typiquement, peut-être, je peux resserrer même la question. Oui. Moi, je peux vous demander, au Sahel, qui est un théâtre que vous observez beaucoup, est-ce qu'on peut considérer, est-ce que la Russie peut être satisfaite du travail informationnel qu'elle a fait, souvent en amont de son arrivée dans un certain nombre de pays? Premier point. Et deuxième point, est-ce que la France, qui mène aussi actuellement une guerre informationnelle avec des campagnes informationnelles contre le groupe Wagner principalement, et dont on commence à voir les effets en source ouverte, est-ce que la France peut considérer qu'elle obtient des résultats en la matière? Alors justement, j'allais aborder cet exemple. C'est complètement valable pour ce cas d'étude-là, c'est qu'il faut toujours bien comprendre qu'il est très difficile, quand on mesure l'influence, d'isoler la variable influence russe, influence américaine, influence chinoise, celle que vous voulez, de l'ensemble des flux informationnels qui vont circuler dans un espace médiatique. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que ces acteurs ont une capacité, et c'est totalement le cas au Sahel, à venir se greffer sur des situations préexistantes, sur des sentiments, sur des opinions qui préexistent à leur arrivée, et vont chercher à les amplifier avec plus ou moins de succès. Et justement, je vais vous donner un exemple, pour affaiblir l'adversaire ou pour légitimer ses propres positions. Donc ça, c'est vraiment central de le comprendre. Alors, la Russie a choisi au Sahel de s'appuyer en fait sur deux leviers principaux. Le premier, c'est de venir légitimer leur propre présence en réinvestissant et en réactualisant le récit et l'action de l'Union soviétique en Afrique subsaharienne et la manière dont l'Union soviétique avait soutenu les mouvements de décolonisation et de libération nationale. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les contenus et qui a un effet parce que c'est un sentiment qui préexiste, là encore. Je vous donne le cas du Mali, où c'est intéressant de voir qu'avant même l'arrivée de Wagner au Mali, le Mali était le pays au monde où la Russie bénéficiait de l'opinion la plus positive, de la meilleure opinion dans le monde entier, avec 84% d'opinion positive. Je crois que c'était même, non pas vis-à-vis de la Russie, mais vis-à-vis du leadership ou des dirigeants russes, et en particulier de Vladimir Poutine. Ce qui vous donne quand même une image du fait qu'il y a un terreau qui peut être évidemment exploité. Il y a un sondage aussi qui est sorti un peu plus tard, donc ça c'était au début de
l'année 2022, donc quelques mois, quelques semaines après l'arrivée de Wagner au Mali, où vous avez eu un sondage intéressant qui s'appelle le Malimètre, où ils ont demandé en fait à leurs sondés au Mali de comment vous qualifiez les acteurs russes qui sont présents. Et vous avez eu 2/3 des enquêtés qui qualifient les membres de Wagner d'instructeurs russes et non pas de mercenaires. Et ça, c'est intéressant parce que la notion d'instructeur russe, typiquement, c'est une notion qui a d'abord été développée par les acteurs russes eux-mêmes pour se légitimer et qui ensuite a été repris par les autorités de transition, par un certain nombre de médias. Et donc là, vous avez un effet, et c'est sur ça que je voudrais rebondir, c'est que vous avez eu un outil qui a été mis en place par Ben Nimmo, qui est un analyste qui a beaucoup travaillé sur la question des opérations d'influence et qui, pour ceux qui s'intéressent à ça, qui a théorisé ou qui a conceptualisé un modèle en 6 étapes que je ne vais pas développer, mais qui permet de voir quelle est la viralité en fait d'un contenu, c'est-à-dire un contenu qui va, le stade 1, c'est uniquement, va rester dans sa propre communauté. Le dernier stade, ça va être quand vous avez Donald Trump qui va relayer votre contenu, où vous avez des effets concrets, par exemple quelqu'un qui va démissionner, ou voire même un passage à l'acte avec quelqu'un qui va commettre un attentat ou une manifestation qui va avoir lieu, je pense par exemple au Capitole, ou à des choses comme ça qui peuvent avoir des conséquences très directes. Donc ça, on voit qu'il y a une forme de porosité qui est compliquée à mener. Ce qu'il faut faire, c'est, il n'y a pas de miracle, c'est aller faire des sondages, aller faire de l'enquête sur place, aller faire des entretiens pour essayer de sonder la manière dont ces récits peuvent être reçus. Et si on prend maintenant le cas français... C'est toute la difficulté d'arriver à mesurer dans certains pays l'état de l'opinion. Le cas du Mali que je vous ai donné avec cet exemple-là me semble parlant et témoigne en tout cas d'une porosité de ce discours au sein de la société malienne, mais qui, encore une fois, qui n'est pas exclusivement due à l'action de la Russie, qui est aussi due à un écosystème plus large. Inversement, si on prend le cas de la France, il y a un sentiment, il y a des choses qui préexistent et il y a évidemment le poids de la colonisation, il y a la question de la déception des opinions sahéliennes vis-à-vis des résultats de l'opération Barkhane, avec une incapacité à améliorer le climat sécuritaire qui est très importante. Il y a aussi des fausses informations qui circulent, en particulier sur la question, qui circulent beaucoup sur le fait que l'armée française soutiendrait par exemple les groupes terroristes contre les États en place. Donc vous avez encore une fois plusieurs types de récits qui préexistent et qui font que lorsque vous voulez contrer ou riposter contre ce type je suis désolé pour le micro, j'ai peut-être pas lorsque vous voulez riposter en mettant notamment en place cette stratégie d'influence, il faut bien comprendre que ce qui est qualifié dans le débat public de sentiment anti-français doit être déconstruit, parce qu'en fait derrière ce mot-là vous avez des tas de choses, des tas de réalités qu'il faut traiter différemment, et de ce point de vue vous pouvez pas traiter la question de la colonisation et de l'héritage colonial de la même manière que vous allez, comme ça a été le cas avec la première opération française dans l'espace informationnel qui a été attribuée, enfin en tout cas l'opération a été une riposte à une opération russe qui a été attribuée à Wagner, qui est l'affaire de Gossi, dont vous avez peut-être entendu parler. Je crois que c'est important de la mentionner. Oui, allez-y, je vous laisse poursuivre. Qui est en fait une opération de désinformation qui a été mise en place par le groupe Wagner au Mali, à côté de la base de Gossi que l'armée française venait de quitter. Et en fait, vous avez eu, c'est une opération de désinformation très poussée et assez morbide, puisque vous avez eu en fait l'instrumentalisation d'un charnier de cadavres qui ont été en fait filmés par des mercenaires de Wagner. Vous avez eu des faux comptes qui ont relayé ces images en prétendant très directement que c'était l'armée française qui était responsable de ce massacre. Mais en fait, l'armée française a envoyé en fait un drone au-dessus de la scène, donc en sentant qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Donc ça, c'est du renseignement que je ne connais pas exactement ce qui s'est passé. Mais ils ont ensuite déclassifié ces informations, ils les ont fournies à la presse, et en particulier aux médias qui ont une présence importante en Afrique. Je pense à RFI, l'AFP, qui sont France 24, et qui ont finalement permis de montrer qu'il s'agissait bien d'une opération de désinformation et que c'était les Russes qui étaient derrière, puisqu'en fait, on voit, si vous voulez, des soldats blancs qui utilisent un smartphone et on les voit très bien tourner autour du charnier. C'est les mêmes images que montre en fait que montre le drone. Et ça, je crois que c'est important parce que alors c'est très difficile de dire
que serait-il advenu s'il n'y avait pas eu cette opération de debunking ou de déconstruction? Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle a certainement permis d'empêcher que ces contenus deviennent viraux. Et donc, d'une certaine manière, a eu un effet escompté qui est manifeste. Voilà, juste quand même, pour pas qu'on perde trop de temps, mais est-ce qu'au-delà de cette opération de désinformation sur Gossi, qui a priori réussit pour la France, a priori, on a quand même l'impression que pour l'instant, ça ne donne pas les effets escomptés. Enfin, le sentiment anti-français demeure, perdure, voire continue de gagner certains territoires qu'il ne gagnait pas de manière aussi massive jusqu'à présent. Oui, absolument. Et l'option et tout le travail de découragement vis-à-vis de Wagner pour essayer de faire en sorte que les autorités de différents pays africains n'aient pas recours à cette société privée, pour l'instant, ça ne porte pas encore ses fruits. Alors, c'est une vraie question. Je n'ai pas tout à fait la réponse parce qu'il y a le cas du Burkina Faso qui s'est posé après et on a vu qu'il y a eu quand même beaucoup d'hésitation de la part des autorités burkinabées vis-à-vis du fait de faire rentrer Wagner ou non. C'est possible, j'en sais rien, qu'il y ait un certain nombre de représentations qui circulent aussi, du fait qu'il y a une prise de conscience d'un certain nombre au sein des sociétés africaines que le groupe Wagner, ce n'est pas forcément un remplaçant qui va apporter les bienfaits qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est encore, je crois, une autre question. Mais là encore, si vous prenez par exemple ce cas précis, c'est une chose d'essayer de lutter contre les acteurs russes dans l'espace informationnel sahélien, notamment en essayant de déconstruire leurs récits, en essayant de les dénigrer. Et je crois que la manière de ce dont vous parliez, que l'armée française adopte une posture beaucoup plus offensive, ça passe notamment par dénigrer le groupe Wagner. Et je veux dire, il n'y a qu'à se servir tellement en matière d'exactions, de crimes de guerre, des choses épouvantables qui ont été d'ailleurs très bien documentées par le projet All Eyes on Wagner qui a sorti un rapport récemment sur cette question. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mobilisées en ce sens sans utiliser la manipulation, je veux dire, en s'appuyant sur des contenus mais factuels. Au-delà de ça, c'est pas si simple. C'est ça c'est une chose. Et puis l'autre, c'est effectivement d'essayer de redorer l'image de la France, je ne sais pas comment dire ça, ou essayer d'enrayer ce sentiment ou cette désapprobation vis-à-vis de l'action de la France au Sahel. Et ça, c'est tout autre chose, beaucoup plus complexe, qui demande des logiques de très long terme et qui passe notamment sur la question d'un dialogue, d'une discussion, par exemple, autour du rôle de la France actuelle et qui sont pour le coup un niveau de production de récit qui est très différent et que, à mon avis, qui est un choix fondamentalement politique, mais d'expliquer que fait la France dans cette région, ce qui a été une grande difficulté, je crois, des acteurs gouvernementaux français pendant des années, de justifier en fait la présence. Et qui a priori ce dont le Quai d'Orsay veut se saisir aujourd'hui. Et c'est l'idée. Madame Douzet, je vous laisse poursuivre. Après, on essaiera d'enchaîner sur la dernière partie sur les questions éthiques, parce qu'elles sont quand même très importantes. Vous, dans le cyberespace, qu'est-ce que vous mesurez comme effet, qu'est-ce que vous parvenez à mesurer comme effet de ces récits? Voilà. Alors, mesurer les effets quand on s'en tient aux moyens en ligne, ça revient, si on n'a pas les moyens d'aller mener, comme le mentionnait Maxime, des sondages d'opinion, etc., ça va revenir à mesurer à quel point un contenu devient viral, à quel point il est regardé, à quel point il est partagé, diffusé, rediffusé. Donc on peut mesurer cette présence-là. Mais c'est extrêmement difficile de savoir comment cette visibilité d'un contenu va influencer l'opinion publique en général. Alors, on peut partir du postulat que plus un contenu est partagé, plus il suscite l'adhésion. Une chose qui est extrêmement difficile à mesurer, c'est le côté passage à l'acte. C'est-à-dire à quel moment le fait d'avoir été exposé à certains contenus va conduire au passage à l'acte. Et c'est en dehors des guerres de l'information entre États, c'est une vraie question par rapport à tous les propos de haine en ligne qu'on peut observer, les commentaires antisémites, etc. Et la manière dont on travaille, c'est qu'on va essayer à minima d'établir des corrélations pour voir si on arrive à comprendre quelque chose entre un certain nombre de phénomènes qui se produisent dans la vie réelle et de contenus ou de discours qui ont pu circuler au même moment sur les réseaux sociaux, des controverses qu'on peut analyser pour voir s'il y a
à un certain moment, il y a des choses qui permettent de penser qu'il y a eu une influence sur les comportements physiques des contenus en ligne. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à démontrer et donc on est en général extrêmement prudent par rapport à ça. Mais je voudrais juste revenir sur 2-3 petites choses. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que le succès de ces opérations, quand on est dans de la manipulation ou de l'influence délibérée, ça repose généralement, et on l'a mentionné rapidement, mais sur l'exploitation d'une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va se servir d'une vulnérabilité au sein d'une population qu'on va exploiter dans le discours pour arriver à produire un effet stratégique. Et plus les vulnérabilités sont importantes, plus on a de leviers finalement pour avoir de l'influence. Donc ces vulnérabilités, c'est quoi? Et on les a mentionnées, c'est la polarisation politique par exemple aux États-Unis qui est extrêmement forte et qui fait que finalement la réalité importe peu. En revanche, qui va porter ce discours, c'est ça qui va compter. Est-ce qu'on est avec Trump ou est-ce qu'on est contre Trump? Et du coup, est-ce que l'élection a été volée ou pas volée? Finalement, toutes les preuves réelles comptent assez peu par rapport à la polarisation extrêmement importante. Ça va être la cohésion de la société qui peut être un levier. Ça va être dans le contexte du Sahel toute la dimension post-coloniale et qu'a fait la France dans le passé dans cette région et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Et le ressort anticolonial est utilisé par les Russes, mais aussi dans les discours, on le voit très bien de la Chine, par exemple, qui avance avec le côté win-win, où nous, on n'est pas une puissance coloniale, contrairement à d'autres puissances coloniales. Ça va être la perte de confiance dans les institutions. Donc on a tout un tas de leviers, ce qui fait qu'il ne faut pas penser à ce problème comme seulement un problème de menace. Il faut aussi penser à nos vulnérabilités. Et finalement, on peut faire l'analogie avec les cyberattaques, c'est-à-dire que si on n'est que focalisé sur les hackers et les cyberattaquants, on ne va pas savoir comment se protéger, parce que la vraie question, c'est pourquoi ils arrivent à rentrer dans mes systèmes. Et là, la question, c'est pourquoi ils arrivent à rentrer dans la tête des gens, quelles sont les vulnérabilités et comment on peut éventuellement essayer d'y remédier. Et là, on a des choses qui sont d'ordre extrêmement différent, parce que je crois qu'on est sur un phénomène qui est protéiforme, qui est multidimensionnel, et donc il n'y a pas une seule solution pour arriver à se protéger. Mais simplement, donc on peut jouer sur les algorithmes, on peut jouer sur beaucoup de choses pour prévenir la menace, mais c'est aussi très important de penser des politiques à long terme, de comment on améliore finalement la résilience des populations face à ces menaces. Ce qui nous amène du coup au dernier point, et évidemment la question très sensible de si ces luttes d'influence, cette guerre de l'information, elle est au fond... certes, elle n'est pas nouvelle, mais est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que les moyens employés sont tous totalement éthiques? En tout cas, peuvent-ils rentrer dans le cadre du droit, de la déontologie? Et peut-être, au fond, forcément, on flirte vite avec la question du mensonge. Et est-ce que les États, aujourd'hui, ont recours au mensonge pour arriver à leur fin en termes de narratif? Et est-ce un problème? Je vous recommence par votre côté. Alors c'est presque une question philosophique que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait du traitement de la vérité? Donc ça, là encore, c'est pas finalement une question qu'on s'est posée ni en 2016 ni en 2022, mais qu'on se pose depuis longtemps et qui est certainement importante dans la construction toujours de ce discours des États démocratiques en particulier. Au cours du long XXe siècle, il y a eu beaucoup de campagnes pour la vérité, et bien sûr, elles étaient portées par le bloc occidental. Même le fait de se battre pour la vérité était devenu aussi, au milieu des années 80, avec le président Reagan, qui était à la fois un grand président, mais aussi un grand communicant, avait fait passer au Conseil national de sécurité aussi une directive très intéressante en ce sens. Il fallait qu'on se batte pour faire valoir la vérité. La difficulté, quand on réfléchit aux pratiques que l'on a en 2022,
c'est de se dire, est-ce que ce qui compte, est-ce que c'est véritablement la vérité, d'avoir des fact-checkers dont finalement, je suis un petit peu navrée de le dire, mais ça nous reboucle aussi avec la question des effets. Faire du fact-checking, c'est pas ce qui va limiter les effets d'une campagne de désinformation, pour être clair. Et là, les indicateurs, malheureusement, ils ne sont pas en la faveur de ces pratiques qui sont utiles, mais qui vont être, et toutes les études le montrent, finalement utilisés par des gens qui se posent déjà des questions sur les messages qu'ils reçoivent. Donc, parce qu'ils utilisent tout simplement un vieil appareil du fonctionnement de nos humains, qui est celui du libre arbitre aussi, et de la capacité à faire des choix. Donc finalement, c'est plus la question de la persuasion qui est posée que celle de véritablement du maniement de la vérité ou du mensonge en fonction des objectifs que les uns et les autres veulent atteindre. Ensuite, c'est un débat qui est intéressant puisqu'on parlait de démocratie et de démocratie occidentale, de leurs usages. On n'est pas tous d'accord au sein des démocraties occidentales sur comment finalement on détermine ce qui est la vérité ou pas, ce qui peut être nocif pas simplement pour l'espace public, mais pour la vie démocratique. Et ça pose la question de la régulation des contenus j'en reviens à mes grandes plateformes numériques, mais pas seulement. Ça peut être aussi de la régulation du contenu dans les grands médias. Il n'y a pas que les plateformes. Et c'est des questions qui se posent plus spécifiquement pour les pays membres de l'Union européenne, qui ont beaucoup avancé et qui ont commencé, et Frédéric, je crois que tu connais bien ce sujet, sur la régulation de la haine en ligne avant de se poser la question des interventions aussi étrangères dans les contenus. Et ça, c'est intéressant parce que si les pays de l'Union européenne sont plutôt pionniers et porteurs d'un certain nombre de points éthiques, ce n'est pas forcément le cas de tous nos partenaires qui sont aussi des démocraties occidentales et qui ont un petit peu du mal avec cette question de régulation des contenus, parce que ça touche bien sûr à une difficulté qui est celle de la liberté d'expression. Est-ce qu'on a le droit de mentir dans l'espace public aussi, puisque c'est votre question portée sur le mensonge. Vous pouvez citer les États-Unis. Ah oui, je peux, mais moi je pense que tout le monde aura compris de quel État. Mais c'est pas le seul État qui se pose cette question de l'usage de la. Ça fait partie aussi d'un certain nombre de différences culturelles. Donc finalement, un des grands challenges ou enjeux pour répondre à toutes ces questions-là, c'est de savoir est-ce que nous aussi on a un espace informationnel commun, et est-ce qu'on le définit à nouveau en tant que bloc, parce qu'il y avait toute cette trame de guerre froide dont je parlais depuis le début de la conférence. Mais c'est vrai qu'avec le conflit en Ukraine, c'est une question qui est finalement remise un petit peu, non pas au goût du jour, en se disant qu'il y a un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, mais dans des espaces informationnels qui sont un peu virtuels, il semblerait vraiment qu'on ait besoin pour déterminer ce qui peut être fait ou ne pas être fait, on a besoin sans doute d'un encadrement par la normatif juridique pour déterminer ce qu'on peut dire ou ce qui ne l'est pas. Et ça fait partie des discussions qui sont particulièrement intéressantes, que je peux me poser au quotidien aussi. Et une question, c'est un élément de réflexion que je vous soumets aussi. C'est vrai que si on différencie ce qui correspond à un acte de guerre d'un acte qui ne l'est pas, si un mensonge ou une attaque avec une diffusion d'informations arrive à nuire à une infrastructure civile, est-ce qu'à ce moment-là, on est dans un acte de guerre? Et donc, cette utilisation-là est particulièrement néfaste, et elle peut être condamnable, parce que c'est concret. Ou si on touche qu'à qu'à du contenu sans effet de destruction sur du civil, est-ce que ça reste faisable? C'est des questions juridiques, et c'est bien que l'on se les pose à plusieurs juristes de plusieurs États démocratiques. Et je pense que Frédéric aura son complément à faire. Je saute. Maxime, vous voulez rebondir tout de suite? Allez-y. Maxime, vous finirez comme ça, et après on passera sur ce point précis. J'ai tendu beaucoup de perches. Je terminerai après. En fait, on a le droit international comme levier dans les relations entre États, où typiquement le principe de non-intervention peut être mobilisé pour dire, voilà, vous venez vous ingérer dans nos affaires et donc condamner un
un certain nombre d'actions. Alors ça pose un problème à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'on a avec ce principe-là les mêmes problèmes qu'on a avec les cyberattaques. C'est difficile de savoir qui est derrière, comment on s'y est pris. Donc ce qu'on appelle l'attribution, à qui on attribue l'attaque, la qualification, le degré de gravité, comment on va la qualifier, et puis qu'est-ce qu'on va faire comme réponse pour qu'elle soit proportionnée, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes pour pouvoir répondre de manière appropriée et surtout qui a un caractère dissuasif pour empêcher en fait l'adversaire de recommencer. Et puis surtout, c'est un terrain extrêmement glissant parce que depuis le début des discussions sur la régulation de l'espace numérique, on a des puissances comme la Russie, et la Chine qui ne cherchent qu'une chose, c'est à amener les Occidentaux à traiter du contrôle des contenus et des contenus qui sont autorisés, qui sont interdits, que chacun soit souverain sur ce qui circule dans son espace numérique. Donc si on met un doigt là-dedans, on sort du discours tenu par les Occidentaux de la libre circulation de l'information et sans entrave de la liberté d'expression qui sont des valeurs intrinsèquement démocratiques. Et là encore, on a cette vulnérabilité finalement qui est exploitée par les adversaires, qui est de dire puisqu'on protège tellement la liberté d'expression, on peut pas y toucher, et donc on se retrouve assez coincé. Et c'est là que se posent finalement toutes les questions éthiques dans la manière dont on agit. C'est un petit peu comme avec le terrorisme, vous subissez des attaques terroristes, mais finalement vous pouvez pas employer les mêmes moyens pour répondre dans le cadre de nos démocraties occidentales. Donc il faut être un peu créatif et agile pour savoir comment répondre et comment finalement limiter la propagation du contenu qui va être le plus nuisible, punir des comportements qui vont pour le coup être franchement illicites et réussir à dissuader l'adversaire de mener des actions. Mais ça pose un certain nombre de questions et je vais peut-être finir puis je te passerai la parole après parce que et je crois qu'on l'a pas assez dit pour l'instant, on n'est pas sur un terrain militaire. On est sur les réseaux sociaux que vous utilisez et que tout le monde utilise. On est sur Internet, on est sur le web, on est sur Facebook, enfin Meta, Twitter. C'est là-dessus que se passe finalement la confrontation, y compris quand elle est d'origine militaire. Donc on est dans un espace qui est complètement partagé et les effets qu'on va produire, on ne peut pas les contenir au domaine militaire puisque c'est un domaine qui est partagé entre tous les acteurs. Et donc la propagation des contenus qui vont avoir des fins militaires ou stratégiques va être difficilement maîtrisable. Et puis on est sur des actions qui sont observables par tout le monde. Et on a déjà eu la Russie, mais la Chine, la France, plein de pays qui ont vu leurs opérations exposées par des chercheurs qui font du travail en source ouverte et qui voient passer les choses parce qu'on laisse des traces quand on fait ça et que c'est difficile d'être complètement dissimulé. Et puis ça pose un deuxième problème éthique qui, moi, me semble important, c'est que ce qui se passe dans l'espace numérique, à chaque fois qu'on lance une opération, qu'elle soit une cyberattaque ou une opération informationnelle, finalement on apprend quelque chose à son adversaire. Et on voit que les vulnérabilités qui ont été utilisées par les uns peuvent être exploitées par d'autres. On voit que les concepts peuvent être copiés et peuvent être réutilisés. Et on a vu par exemple que dans la campagne de 2020, il y a des méthodes qui avaient été employées par les Russes pour favoriser Trump en 2016 qui ont été réutilisées par des jeunes qui étaient pro-Trump et qui voulaient soutenir leur candidat. Donc on a une porosité en fait des milieux et finalement tout ça conduit à affaiblir la confiance dans l'information pour tout le monde, dans l'information numérique, et potentiellement aussi la confiance envers les institutions. Donc on est sur de la matière qui est quand même extrêmement problématique et qui pose de réelles questions éthiques. Il y a un risque d'effet boomerang. Oui. Absolument.
Maxime, vous aurez le mot de la fin avant qu'on passe aux questions. Non, mais je vais essayer de recouper justement avec le titre de notre conférence en allant justement sur ce terrain éthique où alors je ne vais pas rentrer dans quelque chose de descriptif, je ne vais pas vous dire ce que font les démocraties libérales, les États autoritaires. Enfin, c'est pas le but en tout cas, c'est plutôt essayer de réfléchir à cette question. Il me semble que justement de la même manière qu'il est normal lorsqu'on fait la guerre d'avoir des considérations éthiques sur l'usage de telle ou telle arme, sur la question du rapport au civil, sur l'usage je sais pas, je pense par exemple au principe de proportionnalité, qui est un principe fondamental de l'éthique de la guerre. Je crois que de la même manière, il faut mener une réflexion sur l'éthique de la guerre de l'information ou des conflits informationnels, et qui est une question qui va se poser, comme on vient de le dire, aux marges en fait aux marges de ce spectre informationnel, autour de la question du mensonge, de la désinformation. Évidemment, le fait que les États utilisent la diplomatie publique est parfaitement légitime et il n'y a aucune raison de considérer que c'est immoral ou c'est que ce n'est pas éthique. En revanche, je crois que la question du mensonge, elle est intéressante elle se pose, je ne veux pas du tout être manichéen, mais c'est une question de degré, une question de gradation, c'est-à-dire est-ce que vous faites un usage systématisé, décomplexé du mensonge dans vos opérations d'influence, qui est quelque chose qu'on observe très bien dans le cas des acteurs liés à Prigojine, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il suffit d'aller voir les médias liés à Prigojine pour s'en rendre compte. Ou est-ce que vous faites dans une éthique plus qu'on qualifiera d'utilitariste ou de conséquentialiste, est-ce que vous faites un usage, je dirais, opportuniste, ciblé, réfléchi, si le résultat est bon, et si le résultat est moralement acceptable? C'est la logique tout simplement de la fin justifie les moyens. C'est pas du tout la même chose. Et je crois que de ce point de vue, il y a une différence à établir entre les démocraties libérales et les États autoritaires, tout simplement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas du tout la même conception de l'espace médiatique. En démocratie libérale, même s'il y a évidemment des défauts, nous sommes dans des écosystèmes médiatiques qui sont pluralistes, là où des États autoritaires tendent vers une forme d'unanimisme. Alors c'est pas toujours aussi schématique, évidemment, je le sais bien dans le cadre de la Russie, mais on voit par exemple que depuis la guerre, tout l'écosystème médiatique russe indépendant a été évincé et aujourd'hui se relocalise à l'étranger, notamment au sein de l'Union européenne. C'est la différence entre un média d'État et un média de service public, qui est une question qui se pose quand on compare par exemple RT d'un côté et RFI de l'autre. Une vraie question en ce moment au Sahel, où RFI vient d'être interdit au Burkina Faso, souvent avec des parallèles qui sont faits avec l'interdiction de RT au sein de l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine, et je crois que les contextes sont très différents. Si vous voulez, on pourra en reparler. Et puis il y a aussi une autre logique qui est la question, et je pense que c'est ce que suggérait Frédéric, la question aussi d'une certaine forme de transparence aussi des processus de décision, la question de la responsabilité politique qui ne se pose pas du tout dans les mêmes termes en démocratie libérale et dans des États autoritaires, et qui font que effectivement, si vous vous engagez, je repense notamment à ce qu'on disait tout à l'heure sur la France, si vous faites un usage décomplexé et systématique du mensonge, en démocratie libérale, vous allez devoir en répondre si jamais l'opération est révélée, démanquée, comme ça a déjà d'ailleurs été le cas il y a quelques années dans le cas français. Ce qui n'est pas le cas dans des États autoritaires. Prigojine n'a pas à répondre de ses actions, et ni d'ailleurs un certain nombre d'acteurs plus officiels. Donc je crois qu'il faut aussi, et je m'arrête là, aussi considérer qu'il faut assumer cette asymétrie de moyens en matière de guerre informationnelle. Il est de fait beaucoup plus difficile et beaucoup plus sensible pour une démocratie libérale de mener ce type de conflit informationnel pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et donner spécifiquement l'exemple de l'Algérie, je pense que c'est bien qu'on le répète. Voilà, pour absolument. la salle. Je pensais par exemple, pour en avoir discuté avec ce qu'on avait appelé la bleuite. Alors je ne suis pas du tout spécialiste encore une fois, mais qui est cette opération d'intoxication menée par le SDEC, donc par les services de renseignement français en Algérie, et qui consistait à diffuser des fausses informations pour laisser penser que des membres du FLN collaboraient avec l'armée française. Et ce qui a eu pour conséquence des purges au sein de l'ALN qui ont été absolument massives, parce qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont été tuées
incluait dans ces purges. Et en fait, l'opération a eu beaucoup plus d'effets qu'escompté, et je crois que ça a créé une forme de traumatisme, notamment sur ces questions. Donc là, vous rentrez dans un espace qui est très différent. Donc le but n'est pas de dire que les démocraties ne font pas ou n'ont jamais désinformé. On sait bien que c'est pas le cas. La question, elle se pose justement sur cette gradation et sur le fait qu'on peut tout à fait aussi être offensif sans recourir de manière systématique au mensonge. Parce que si vous le faites, Frédéric vient d'évoquer un certain nombre de conséquences, mais c'est que j'ajouterais aussi que vous tombez dans une forme tout simplement de relativisme généralisé, où vous êtes incapable de déterminer finalement quelle est la différence entre un espace médiatique pluraliste et unanimiste, entre des pratiques autoritaires et démocratiques en matière, je pense à vous journalistes, en matière aussi d'éthique, de déontologie journalistique. Les termes ne se posent pas dans les mêmes... Enfin, la question ne se pose pas dans les mêmes termes. Et je m'arrête là. Pour finir sur l'effet boomerang, on voit qu'on peut en fait finalement se retrouver accusé de deux poids deux mesures. Et c'est typiquement l'interdiction de RT et Sputnik en Europe a nourri les narratifs anti-occidentaux dans le reste du monde. Et ça peut être réutilisé finalement contre nous. Donc la réponse, il faut qu'on fasse attention d'être toujours en accord avec nos valeurs démocratiques. Et puis il y a quand même une grande différence qui est quand même soulignée. Oui. C'est quand, sur cet art du mensonge, la ligne rouge pour les grandes démocraties occidentales et les États-Unis en tête, c'est qu'on ne fait pas de propagande sur son territoire, on ne pratique pas l'art du mensonge pour sa propre population, et on l'utilise à l'extérieur parce qu'on est dans un contexte... on est dans un contexte de guerre qui le justifie. Et c'est des bases qui ne sont pas des règles informelles, mais qui sont constitutionnellement établies et qui ont nourri le débat public américain, par exemple. D'accord. Du coup, il nous reste un petit quart d'heure pour échanger. Est-ce que cette ligne de crête informationnelle, si on ne l'appelle pas guerre, suscite des réactions dans la salle? Voilà. J'insiste pour que les questions soient bien courtes, ciselées, pour qu'on ait le temps d'en prendre quand même au moins 3-4. Voilà. Je crois que c'est... Oui, j'ai vu là. Moi, je suis étonnée parce que toute la journée sur LCI, on parle de la guerre en Russie toute la journée. C'est intéressant, mais en même temps, je suis estomaquée parce qu'on dirait qu'ils parlent à Poutine et qu'ils disent à Poutine comment il doit faire pour attaquer ou ne pas attaquer. Je suis étonnée, quoi. On se croirait dans un centre de... Et du coup, quelle est votre question? Qu'est-ce que vous pensez de cette chaîne? Ah. Et juste présentez-vous, qu'on sache un petit peu de d'où vous parlez. J'étais journaliste, je suis retraitée et j'ai fait de la géographie. D'accord. Je suis passionnée par le patrimoine et la transmission de la mémoire. Donc, les guerres, ça fait peur parce que quand on sait ce que c'est, quoi. Quand on sait ce que ça a été pour nos ancêtres. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne comme d'information continue, type LCI? LCI, oui. D'accord. Est-ce que pour vous, ça fait partie de la guerre informationnelle, c'est ça? Ah ben oui, je crois, non? C'est une chaîne de télévision, il me semble. Je sais pas, ou alors j'ai pas compris le sujet, je sais pas. Oui, non, tout à fait. On va peut-être prendre encore une deuxième question ou 3 et on fera un package, une réponse commune. Il y avait 2 questions là-bas. Ouais, j'ai vu qu'il y avait 2 mains tout là-haut. Un devant et là. Ça nous fera... juste après. On m'entend? Oui. Moi, ça. j'avais une question qui regrouperait plutôt les 3 concepts. Ça serait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait aussi un problème de moyens entre les États, puisque on joue tous pas du tout avec les mêmes capacités, dans le sens où nous, justement, on est censé être un pays demi-démocratique et on est en concurrence avec des pays qui sont moins démocratiques. Et typiquement, est-ce qu'on ne devrait pas plus faire régir tout ça avec une loi internationale? Quand je parle de concurrence, ça serait typiquement avec la Chine qui a le pouvoir de créer des applications qui ont une influence très très grave sur nos concitoyens tels que TikTok, qui fait que nous, on n'a aucune possibilité de régir ça et on le laisse
s'épanouir dans le processus public, alors que c'est un acteur qui nous soutient énormément d'informations et qui influence tous nos jeunes sans contrôle. Est-ce que vous pouvez juste aussi vous présenter, comme ça on sait d'où vous parlez? Je m'appelle Azael, je suis consultant en cybersécurité chez Engie. D'accord, merci. On prend encore les 2 questions en haut, puis après on... non, je crois que là-bas à droite, depuis le début. Depuis le début. Oui. Tu veux prendre des forces? Bonsoir. N'oubliez pas de vous présenter. Ouais, merci avocate pour cet échange déjà. Je m'appelle Camille, j'ai un petit passé en tant que journaliste et un petit passé au ministère des Affaires étrangères. Je voulais revenir avec vous sur la question de la réponse de la France, sur ce grand débat et sur ce grand sujet qu'est l'influence. Et vous êtes où aujourd'hui? En recherche d'emploi. En recherche d'emploi. On a créé la création de Viginum l'an passé, la création de la sous-direction de la veille et de la stratégie au sein de l'ADCP au ministère des Affaires étrangères très récemment. On a bien sûr le ministère des Armées. Est-ce qu'on n'est pas, non pas en train de surinvestir ce domaine, mais de l'investir de façon maladroite, avec des frontières qui sont trop poreuses entre ces divers services, alors même, et même se diriger vers peut-être une compétition entre services, alors même que c'est un domaine qui nécessite sûrement une meilleure collaboration entre les divers ministères, notamment MEAE et MINARM. Et on finira avec la personne juste derrière vous, puis après on laissera répondre les chercheurs. Bonsoir. Alors moi je suis étudiante sur la période coloniale au Maghreb, donc rien à voir. La question... À quelle université? À l'université de Montréal. D'accord, merci. La question va un peu être en lien avec les questions qui ont été posées, mais c'est que de ce que vous avez dit, les régimes comme la Russie ont une forte ingérence dans nos pays au travers des réseaux sociaux ou de journaux comme Sputnik par exemple. Mais est-ce que nous, est-ce que les démocraties occidentales ont un pouvoir sur des régimes où l'information est hyper maîtrisée, comme par exemple la Chine, ou est-ce que les démocraties occidentales n'ont pas que finalement le pouvoir de contrecarrer des campagnes d'ingérence? Est-ce qu'on a un moyen sur de tels régimes en tant que démocratie occidentale? Ouais. Donc je résume. En gros, est-ce que les moyens français, c'est un peu ce qui ressort de vos différentes questions, sont adaptés, suffisants et suffisamment bien coordonnés? Voilà. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je vais prendre quelques questions sur votre dernière question. Non, la France ou les démocraties occidentales n'ont pas de moyens d'agir, enfin en tout cas ne sont pas censés agir sur les régimes autoritaires eux-mêmes. En revanche, ils peuvent contrer des opérations qu'ils mènent à l'extérieur. Mais le respect du principe de non-intervention fait que justement, ils ne sont pas censés intervenir dans les affaires intérieures des régimes autoritaires, même s'ils peuvent être tentés de mener des opérations pour conduire à des changements de régime. Mais en général, ça crée des tensions assez importantes, et c'est des accusations d'ailleurs qui sont régulièrement portées contre les démocraties occidentales qui s'approchent d'un peu trop près. Sur la question de Viginum, MAE, etc., on investit clairement dans ce domaine. Les frontières poreuses, c'est essentiel. En fait, si on n'a pas une coordination interministérielle dans ce champ-là, à mon avis, on ne peut arriver à rien. Maintenant, on est sur des institutions qui sont en construction. Viginum, ça doit avoir 5 mois. La cellule du ministère des Affaires étrangères, elle est en train de se monter. Le ministère des Armées a publié sa doctrine il y a tout juste 1 an. Il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, et donc l'avenir nous dira si tout le monde coopère en très bonne intelligence ou si au contraire c'est la guerre des services. Ça, c'est un petit peu tôt pour le dire. Et puis sur les moyens et sur une loi internationale, donc j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi on essayait d'éviter de faire une loi internationale sur ce sujet. En revanche, on a la loi sur les services numériques de l'Union européenne qui crée une obligation pour les grandes plateformes de faire de la modération des contenus et de limiter justement les effets toxiques de la propagation de certains contenus, qui oblige les plateformes à ouvrir leurs données aux chercheurs. Donc, et puis avec un contrôle qui sera effectué par les régulateurs européens.
Donc ça, ce sera important. Et enfin, sur LCI, et je crois qu'on ne peut pas tellement dire que ça fait partie de la guerre informationnelle. On est sur une chaîne privée, d'un groupe privé qui ne prend pas ses consignes de l'État. Donc que ça participe de l'influence française, c'est une chose, mais on ne peut pas dire que la chaîne fait partie de la guerre informationnelle. En revanche, ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez, c'est le fait que finalement, ils commentent la guerre en direct, ils expliquent à Poutine ce qu'il devrait faire. Donc ils donnent beaucoup d'informations. Et c'est ça qui est assez fascinant dans cette guerre, c'est que parce que tout ce qu'on fait laisse des traces numériques et parce que les gens postent des tas de choses sur les réseaux sociaux, finalement on a un niveau d'information, même quand on est un simple citoyen, sur ce qui se passe partout, tout le temps, qui est absolument hallucinant. Et ça change les conditions d'exercice de la guerre. Tout à fait. Et qui d'ailleurs est, pardon, je vous laisse enchaîner. Non, et qui d'ailleurs est une pratique même très ancienne à partir du moment où des chaînes d'information en continu ont surgi dans l'espace médiatique et ce qu'on appelle en sociologie des médias le CNN effect, qui renvoie à CNN. C'est ce que tu voulais dire. Voilà, tout le monde le fait. Non, mais tout à fait. Mais qui renvoie justement au rôle que jouent les chaînes d'information en continu sur la conduite, les effets qu'ils peuvent avoir sur la conduite des guerres, c'est-à-dire les réajustements qui peuvent être menés par les armées en l'occurrence ou par un corps diplomatique en fonction de cette couverture-là. Après, moi, c'est vrai que ne regardant pas LCI, j'aurais du mal à vous répondre assez concrètement, mais je crois qu'il y a effectivement aussi quelque chose d'intéressant sur le rôle des chaînes d'information en continu, qui sont souvent aussi des chaînes d'opinion en continu, c'est-à-dire qu'ils vont aussi énormément produire des contenus qui relèvent davantage de l'opinion, ou en tout cas avec des débats organisés, qui ont aussi je dirais une certaine façon, mais bon, je pense que c'est un autre débat effectivement, mais oui, tout à fait. Mais la France ne fait pas de guerre informationnelle à la France, donc là ça peut façonner les opinions publiques françaises, mais c'est pas une opération française pour façonner l'opinion publique française. Et donc là, je voudrais du coup faire un bond sur justement l'influence des démocraties dans des régimes autoritaires. C'est une question extrêmement complexe aussi, parce que dans le cas par exemple de la Russie, il y a tout un discours sur le fait que les pays occidentaux et en particulier les États-Unis ont mené des campagnes d'influence, et le fait est que vous avez eu des fondations américaines très présentes en Ukraine en 2004. Il y a eu des documentaires, je pense au documentaire de Manon Loiseau, qui est une très grande journaliste qui a travaillé sur ça, qui le montre assez bien. Donc si vous voulez, c'est effectivement un sujet complexe. Par exemple, vous avez des appareils d'audiovisuel extérieur public qui font aussi de la diplomatie publique sans rien de négatif derrière cette notion, mais qui vont par exemple parler de tout simplement ce qui se passe en France vis-à-vis des audiences extérieures qui sont actifs, qui ont été actifs dans des pays autoritaires. Je pense par exemple, pour le cas qui me concerne, à la branche russophone de RFI, qui d'ailleurs a été interdite de la même manière que la branche russophone de la BBC ou de la Deutsche Welle ont été interdites en Russie après la suspension de RT Sputnik, et dans le cadre de cette conflictualité informationnelle qui a aussi un effet très fort sur l'espace médiatique. Typiquement, ces acteurs ont un rôle. Alors, est-ce que c'est de l'influence? C'est très compliqué. Je pense qu'ils n'aimeraient pas qu'on utilise cette notion pour parler de leur métier, et ils auraient raison. Mais en tout cas, ils participent à la propagation d'une certaine de contenu, par exemple sur la France ou sur un certain nombre de valeurs, et je crois qu'ils sont assumés, que représenterait la France, qui seraient des contenus qui ne seraient pas produits si ces acteurs-là n'étaient pas actifs dans ces pays. Donc après, c'est encore une fois, on retombe dans le débat sur quels moyens, quel type d'acteurs. Et puis c'est surtout, comme le disait Frédéric, qu'on est quand même face à des régimes qui ont des espaces informationnels beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus imperméables au contenu informationnel extérieur. Et c'est toute la question de la souveraineté informationnelle aussi, qui est très, très, très développée en Russie, et qui d'ailleurs rejoint ce que disait, je crois que c'était vous, sur TikTok, et sur les moyens asymétriques. C'est qu'effectivement, cette souveraineté informationnelle, des pays comme la Russie et la Chine ont bien compris qu'elle passait aussi par le développement de leur propre plateforme numérique, mais je pense que Frédéric pourra en parler beaucoup mieux que moi, et qui permettent à ces acteurs
acteurs d'être souverains jusqu'à un certain point, en tout cas, dans ces espaces, parce qu'ils ont leurs propres outils, ce qui n'est effectivement pas le cas de la France, qui n'a pas, il n'y a pas de Facebook français ou de Google français, et ce qui est un autre enjeu extrêmement important de dépendance vis-à-vis des GAFAM, et ça c'est Maud qui vous répondra beaucoup mieux. D'ailleurs, Trump avait essayé d'interdire TikTok. Ça... Ouais. Ouais. Mais c'est pour reboucler, parce que moi j'ai des petites marottes historiques, il fallait que je fasse le lien avec ce qu'on a vu au préalable, et votre question sur comment finalement les valeurs occidentales aussi, ou les modèles de démocratie pluraliste peuvent essaimer dans des États qui n'y sont pas, qui vivent en Internet fermé. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste de l'Internet, mais ce que je comprends, c'est qu'on est passé du mur de Berlin au mur de l'information, et que ça, c'est quand même la grande préoccupation au mur de l'information au pluriel, ou au mur de l'Internet. Et ils sont nombreux, ils ne sont pas qu'en Russie, c'est aussi en Corée du Nord, c'est aussi en Iran, c'est aussi dans des régimes. Ce sont des régimes autoritaires, et c'est ce qui nous distingue. Tout est poreux et perméable. Ben non, tout ne l'est pas complètement. Et c'est bien la difficulté, c'est bien ce qui nous distingue. Et donc, finalement, le grand challenge pour les démocraties occidentales qui avaient réussi à mettre en place les accords d'Helsinki, maintenant, pour la libre circulation des hommes et des idées, si tout passe par le numérique, il faut qu'on puisse avoir aussi des canaux d'accès dans les États autoritaires. Et c'est peut-être notre meilleur, certainement un de nos meilleurs atouts. Sur ce que vous disiez sur les services, c'est intéressant parce qu'on parlait des démocraties au sens large. Une des grandes vulnérabilités des démocraties pour traiter de ces questions et répondre aux menaces informationnelles, c'est la coordination des acteurs. Et donc, c'est effectivement un défi de nos démocraties de pouvoir bien coordonner l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir apporter des réponses coordonnées à ces menaces informationnelles. Sur la question de LCI, je rejoins absolument le CNN effect de Maxime, que l'on soit des chaînes privées ou des médias, ce qu'on peut appeler des grands médias d'État qui existent aussi dans les démocraties occidentales, pas forcément en France, mais dans les grands pays anglo-saxons en tout cas. Effectivement, il y a une volonté d'occuper de manière permanente cet espace informationnel pour être aussi présent sans forcément toujours bien maîtriser les informations qui sont présentes. Et enfin, sur la question de TikTok, est-ce que ce ne serait pas, notre valeur ajoutée, ce ne serait pas aussi de favoriser la recherche et le développement, l'innovation? Parce que finalement, ce qui pose problème avec TikTok, c'est est-ce que c'est l'outil ou est-ce que c'est ce qui circule? Est-ce que c'est le médium ou est-ce que c'est le message? Et peut-être que si Maxime disait qu'en Russie, il y a effectivement un Facebook russe, et c'est toi qui vas prononcer. Contact, yeah. Merci. Nous, il faut aussi qu'on soit capable de créer un TikTok européen. Pourquoi pas? On a des moyens, il faut pas... et c'est sans doute utile de créer des outils qui parlent aussi à la jeunesse, ou de créer des contenus en utilisant ces mêmes outils qui soient plutôt favorables aux valeurs que l'on défend. Et je pense que dans les conflits qui nous occupent, l'ensemble des acteurs présents ont bien compris aussi comment utiliser ces outils-là. Donc, à savoir être... Après, c'est à la bonne... ça dépend du bon maniement de ces outils par les utilisateurs aussi. Et donc, c'est une responsabilité individuelle et collective que l'on a avec ces outils-là, je pense. Je vais être obligée de conclure. Je vois encore des petits doigts se lever, mais peut-être qu'on poursuivra dehors. Voilà, on m'a rappelé à l'ordre. Il nous reste 1 minute pour conclure. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que ces questions de guerre de l'information, cette guerre-là n'est pas nouvelle. Ça, c'était important de le rappeler. Qu'un certain nombre d'États utilisent de manière relativement décomplexée ces méthodes de manière assumée. Donc la France, finalement, aujourd'hui, renoue avec ces méthodes, s'inscrit dans ce sillage-là. On peut apprécier ou ne pas apprécier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien pointé du doigt les effets pervers d'une telle politique et les risques d'effets boomerang. On voit bien, notamment, vous avez mentionné, Maud, que ça peut contribuer à saturer l'espace médiatique et que ça peut contribuer paradoxalement aussi à l'hyperpolarisation du débat que ça prétend déminer, que ça peut aussi contribuer à former des blocs informationnels, ce qui est quand même un enjeu très important aujourd'hui.
et que par ailleurs, ça je crois que c'est vous qui l'avez dit, Madame Douzet, ça ne doit pas empêcher cette guerre de l'information, si on considère qu'on doit l'investir, en tout cas ne pas rester en dehors, de s'interroger sur nos propres vulnérabilités, et donc des vulnérabilités qui peuvent être nos faiblesses sociétales, économiques, sur les questions mémorielles, en termes d'inégalité, et que ça, la réponse, elle sera a priori tout sauf informationnelle, mais plutôt institutionnelle, législative, en tout cas via des canaux de politique publique plus classiques. Voilà. Et donc je vous remercie tous et au plaisir d'en rediscuter. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.